Ravi de vous voir, Ron. Comment allez-vous? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Salut tout le monde. Je suis ravi qu'il ne pleuve pas. Moi aussi. Bienvenue, Gwen. C'est votre deuxième visite ici. Oui, ça doit être cool de bosser pour quelqu'un de si discret. On ne le voit plus. Ici, SpaceX est une entreprise privée. Pas d'action en bourse pour elle. Pourtant, je lis un article sur SpaceX chaque jour. C'est incroyable. C'est grâce à vous. En investissant, j'ai parlé à la DAF des lancements. Il y a deux secteurs, lancement et Starlink. Je discutais avec elle l'autre soir. On parlait de croissance. Elle a dit, en 2017, c'était linéaire. Maintenant, c'est exponentiel. La croissance s'accélère vraiment. Nos réalisations sont remarquables. Tous veulent des actions. On n'en parle jamais. C'était en une du New York Times. Pour avoir des actions SpaceX, il faut connaître quelqu'un. Et si on connaît quelqu'un, ils vous font une faveur, puis vous arnaquent avec des frais énormes. Avec nous, vous investissez au même prix que nous, sans les frais élevés. Enfin, on ne pense pas qu'ils soient élevés. Bref, merci beaucoup. Merci. Donc, j'ai demandé à Cher de nous rejoindre aussi. J'ai envoyé à Gwen des sujets dont je voulais parler. Il y a quelques sujets qu'elle pensait ne pas être si intéressants à aborder. Alors je les ai laissés de côté, ou mon équipe a dit que ce ne serait pas utile d'en parler. Ouais, et au fait, une dernière chose, j'ai lu que vous l'appeliez Starman. Alors, j'ai commencé à l'appeler Starman aussi. Il devait venir cet après-midi, mais il a d'autres trucs à faire. Il est occupé. Non, il est vraiment très pris. Donc, il ne pouvait pas. Ce qui m'intéressait, c'est d'abord Mechazilla. D'où vient un nom pareil? C'est Godzilla ou Mechazilla? Je dirais un Godzilla mécanique. Je crois qu'Elon a trouvé le nom. Il est brillant, même pour nommer. On parle de Godzilla un instant? Mechazilla? Ouais. Vous avez vu la capture du booster? Did you all see the capture of the Super Heavy booster? Oui, c'était extraordinaire. Mon équipe disait que ça ne marcherait pas. Des pessimistes, clairement. Prochain lancement mardi, on espère. Je touche du bois. On va essayer de le rattraper encore. On a eu quelques soucis. C'est complexe. Ce qu'on fait est difficile. On tentera de réussir mardi aussi. Croisons les doigts, tout ça. Parlons de Starship et son impact mondial. Et par monde, pas que la Terre. Je parle Terre, Lune et Mars. Ne m'interrompez pas une seconde. J'ai un peu trop anticipé. J'aurais pas dû faire ça. Notre avantage, des fusées réutilisables. Personne d'autre ne peut le faire. Les autres, une fois, 100, 200 millions, fini, ça brûle. Nous, c'est comme un avion, aller-retour. Vers le bas, puis on le réutilise encore et encore. Et Mechazilla, c'est cette structure qu'on a vue en visitant le site. Elle attrape la fusée à l'atterrissage avec ses bras, elle l'attrape et la maintient. L'intérêt, c'est qu'à l'atterrissage, on la réutilise directement. On fait le plein et on la relance. Enfin bref, je m'excuse. Tu n'as pas besoin de moi, Ron. Tu es tellement doué pour ça. Vas-y, explique. Tu en sais sûrement plus que moi. Oui, Starship va changer la donne, sur Terre comme dans l'espace. La différence entre Starship et Falcon 9, c'est que les deux étages de Starship sont réutilisables. Falcon 9 is both the first stage and the second stage of Starship is reusable.
La grande avancée, comme Ron l'a dit, c'était la réutilisabilité. Elon a fondé SpaceX en 2002 pour créer les moyens d'envoyer l'humanité sur d'autres planètes. Sa vision est sur Mars, mais on commence tous à regarder au-delà. Les fusées actuelles sont à usage unique, premier et deuxième étage. Le premier étage finit dans l'océan. Le second est largué en orbite, perturbant les satellites de tous. Starship va tout changer. Le coût spatial baissera, car on ne jettera plus aucune partie. Le premier étage Falcon revient. Le second revient, mais brûle. On récupère le carénage. Mais certaines pièces à 10 millions restent à usage unique. C'est donc ridiculement cher. De plus, Starship est si grand qu'il change tout le concept spatial. Avec son deuxième étage réutilisable, il va en orbite et largue le satellite. Si le satellite ne marche pas, ramenez-le dans la baie Starship pour que les techniciens s'en occupent. S'il ne fonctionne toujours pas, ramenez-le. Réparez-le au sol, puis relancez-le. Car le lancement devrait être peu coûteux, le seul vrai coût étant le carburant. Revenons maintenant à Mechazilla. Ce qui distingue ce Starship, c'est que les deux étages sont réutilisables et Mechazilla est là juste avant le lancement. Premier et deuxième étage connectés volent en orbite. Premier étage revient, suborbital. Deuxième étage, Starship va en orbite, fait son boulot. Premier étage revient, est attrapé, descend doucement sur la rampe de lancement, puis peut se déplacer pour prendre un autre deuxième étage qui attend là, un autre Starship, le soulève, l'attache, fait le plein et décolle. C'est le véhicule et le système qui rendront les fusées plus semblables aux avions. Imaginez la vie si les avions étaient à usage unique. Vous voleriez d'Austin, Texas, puis ils jetteraient l'avion. Vous savez, la vie serait très différente. Quels sont les défis pour les réutiliser encore et encore? On veut en lancer 2 ou 3 par jour pour la mission Mars. À quel point est-ce dur d'obtenir l'autorisation? Les autorisations, c'est autre chose. La technologie est facile, la physique est facile, les gens sont difficiles et les régulateurs sont les plus difficiles. Pourquoi sont-ils si durs et comment gérer ça? Pour SpaceX, 10, 12 lancements par an, c'est une grande année. On en a fait 96 l'an dernier. On fera plus de 130 lancements cette année. Le régime réglementaire et les règles associées étaient conçues pour 10 lancements par an, pas 100, 130 ou 160. Si on lance 10 fois par an, disons une fois par mois, le système a le temps d'autoriser ce lancement. Il a au moins 1 mois avant le suivant. Je lance Falcon tous les 2 jours ou 2 jours et demi. Et les règlements n'étaient pas conçus pour suivre ce rythme. Alors, comment faire pour que ça change? Comment faire pour que ça change? Eh bien, les règlements mettent 5 ans à changer. On va donc travailler avec des dérogations. Ce sont des documents d'orientation pour rendre le régime réglementaire opérationnel. Vous savez, on ne se plaint jamais de la réglementation. Ce n'est pas qu'il y a de la réglementation, c'est que la réglementation aux USA, peut-être partout, sauf en Chine, freine la technologie. Ça n'aide pas, ça ralentit. On demande juste de réguler, rendre sûr, correct et équitable. Mais il faut aller plus vite, beaucoup plus vite. Quelqu'un d'autre essaie-t-il de faire atterrir et réutiliser des fusées sans cesse? La Chine a connu un certain succès dans ce domaine. D'autres organisations américaines tentent aussi de faire atterrir des fusées. On fait plus de satellites nous-mêmes au lieu de juste lancer ceux des autres. Oui, on fabrique beaucoup de satellites, 50 à 60 par semaine. D'ailleurs, j'ai grandi dans cette industrie. J'ai débuté ma carrière aérospatiale en 1988.
Mes enfants disent que c'était juste après l'âge de glace. À l'époque, un lancement par an par entreprise était un exploit. Et il fallait 10 ans pour développer ce satellite. Nous avons développé le système Starlink. On est à la version 2, mais c'est plutôt comme la 3,5. On a lancé le programme en 2015 et démarré en 2019. On en est à la version 3, environ 3,5, qu'on appelle version 2. Et on construit 60 satellites par semaine. On fait ça aussi pour Starshield. Starshield, c'est un domaine fascinant. Starshield, vous pouvez nous expliquer? Starlink, c'est notre produit commercial. Qui utilise Starlink ici? Wow, il faut vraiment l'acheter, Starlink. C'est la meilleure connexion qui existe. Comment ça, vous n'avez pas Starlink? Moi, j'en ai 7. J'en ai même un sur ma voiture au Texas. Avant, je coupais en parlant à Elon. Pas top. J'ai mis une Mini sur ma Tesla Model S. Plus de coupures avec Elon maintenant. C'est tellement mieux, vraiment mieux. Parlons de Starshield. C'est Starlink adapté pour le gouvernement. Vous disiez que SpaceX empêche le mandarin? Only things that's preventing my grandchildren from speaking Mandarin is SpaceX. Oh, là, j'ai été un peu présomptueux. Probablement vrai, cela dit. Starshield protège notre pays, alors? Il couvre certains domaines stratégiques, pas tout pour la sécurité nationale, mais c'est un élément crucial, non? Je pense que c'est très important, oui. Et les autres satellites grand public? Le système Starlink, à large bande, disponible mondialement où il est, les faisceaux couvrent tout le globe, mais il nous faut encore des licences. Je crois qu'on est dans 114 pays et marchés, avec environ 100 ou 120 à venir. C'est donc le haut débit. En voiture, camping-car, maison, camping, c'est Starlink. Starshield en dérive pour usage gouvernemental avec des concepts un peu différents et on lance aussi notre activité de vente directe. Certains l'appellent Direct to Device, où votre portable communique avec des satellites en orbite basse. On va le déployer très vite, sûrement d'ici un mois. Au début, ce sera des données légères et SMS, puis en évoluant, le produit et le système satellite feront plus. Gwen, pouvez-vous parler de... Vous avez évoqué une bonne entreprise spatiale qui faisait 10 lancements avant. On fait 100 ou plus, un satellite par an. En fait, on en fait des milliers. Comment on y arrive? Comment les autres peuvent nous rattraper? J'espère que d'autres pourront nous rattraper. La concurrence est bonne pour l'industrie. Vous devriez vouloir de la compétition. Ça nous garde concentrés et performants. Mais on est en avance sur les lancements et satellites. Difficile de nous rattraper sur les lancements. C'est 1 million de livres d'explosion à contrôler. Dur de nous rattraper, mais j'espère qu'ils essaieront. Le plus important, c'est l'utilité ou l'algorithme. Il y a plusieurs éléments magiques chez SpaceX. D'abord, Elon l'a lancé au bon moment. Le timing était crucial pour notre succès, c'est sûr. Elon est aussi l'ingrédient magique de cette entreprise. Il est axé sur la technologie, à diriger des entreprises prospères et allie technologie et business.
Nos choix technologiques se sont avérés très bénéfiques pour l'entreprise. Ce n'était pas l'équipe business d'un côté et l'équipe tech de l'autre. Nous avons été une équipe très intégrée depuis le début. Franchement, j'ai 15 000 des meilleurs employés sur Terre, donc je pense que oui. Ils sont incroyables. Vous avez mentionné qu'avec Starship, on pourrait atteindre un coût de vol avec juste du carburant, principalement du carburant. Je crois que pour la navette, le coût par kilo en orbite basse était d'environ 50 000 $. On le réduira de 90 % avec Falcon 9 et potentiellement encore de 90 %. Alors, que signifie pour nous tous si on réduit vraiment les coûts des lancements spatiaux? Ce qu'on espère faire, c'est permettre aux gens ordinaires d'aller dans l'espace. J'adorerais ça. Je veux aller sur la Lune. Je crois qu'Elon veut prendre sa retraite sur Mars. Moi, Mars ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le camping et Mars ne sera pas agréable avant longtemps, probablement pas de mon vivant. Mais on veut que les gens volent vers d'autres planètes, la Lune, Mars. Et peut-être, pas ce siècle, mais le prochain, espérons-le. Nos arrière-petits-enfants pourraient voler vers d'autres planètes et y trouver une vie intelligente. C'est pour moi l'aspect le plus fascinant de ce que nous faisons. Imaginer rencontrer d'autres êtres intelligents. Peu importe, oui, des êtres sensibles. Combien de planètes de la taille de la Terre, à même distance du Soleil, avec azote, hydrogène et oxygène? J'ai lu récemment que 20 % des systèmes stellaires ont des planètes dans la zone habitable. C'est des milliards de possibilités. Plus même, car il y a 1 milliard de billions de systèmes stellaires et environ 20 % d'entre eux auraient des planètes. Je ne dis pas qu'ils ont tous de la vie, certainement pas aussi évolués que nous. Certains pourraient être plus avancés que nous. Il y a 14 milliards d'années, le Big Bang, 13,5 milliards, la première lumière, et la Terre a 4 milliards d'ans. Oui, et l'humanité n'existe que depuis 20, 30, 40 000 ans. Je pense un peu plus vieux que ça. Il y a pas mal de désaccords, mais grosso modo, oui. Mais il faut être à la hauteur. Je crois qu'il y a d'autres êtres sensibles. J'espère que ce n'est pas juste nous. C'est à la fois égoïste et effrayant. Je crois donc qu'il y a d'autres vies. Je ne pense pas qu'ils soient venus ici. On peut en débattre autour d'un verre. Musée d'histoire naturelle, peut-être. Je crois en connaître un. Je ne sais pas. Donc, au musée d'histoire naturelle, dans la salle des dinosaures, devant, il y a 5 ou 6 vitrines en verre. Vous regardez dedans et ça dit que chacune représente un événement d'extinction sur Terre de toute vie, 6 fois différente. C'est ce dont parle Elon, sur le fait qu'il veut un autre endroit où vivre si ça arrive, ou comprendre comment nos vaisseaux peuvent empêcher que ça se reproduise. Donc, vous pensez que ça pourrait se reproduire? Je pense que c'est inévitable. C'est le cycle des planètes, heureusement sur des millions d'années, voire des dizaines ou centaines de millions d'années. Je ne le verrai sûrement pas, mais j'espère avoir des arrière-petits-enfants qui pourraient. C'est probable à long terme. Il faut juste définir la période de probabilité et je pense qu'il est crucial pour l'humanité de se développer et d'aller sur Mars, puis d'aller vers Proxima et ensuite vers le système stellaire le plus proche avec une planète habitable. Notre avantage concurrentiel, ce que les autres ne peuvent pas facilement faire, c'est réutiliser nos fusées plusieurs fois et elles s'améliorent constamment.
Et pour moi, une fusée, c'est juste un tube. C'est comme un tube à mes yeux. Qu'y a-t-il de si compliqué? Et vous avez aussi parlé de la taille de Starship. Quelle taille? Quelle est sa taille? C'est la plus grosse fusée jamais construite? Oui. Elle est très grande. Elle est énorme. C'est le terme technique. Gigantesque. Ça ressemble à... Avez-vous assisté à un lancement? Oui, vous y étiez, n'est-ce pas? On dirait un gratte-ciel new-yorkais qui décolle. C'est gigantesque. C'est comme un immeuble de 30-40 étages. Oui, imaginez un gratte-ciel new-yorkais avec des fusées censées voler. Ouais. Les moteurs contrôlent une explosion, dirigeant l'échappement pour propulser. Ouais, c'est énorme. Vous êtes ingénieur aussi. Vous savez, à propos d'Elon, on me parle de ces réunions Skip et parfois vous me dites, il vient ici avec plein de gens et propose une idée folle et tout le monde se regarde, se demandant comment faire. Il part et vous dites, s'il croit qu'on peut, on trouvera. Il a ses réunions Skip. On les appelle réunions Skip. Skip Levels. Expliquez-moi ça. Il débarque juste en réunion. Ces réunions sont cruciales pour toute entreprise. Assurez-vous que vos subordonnés ne cachent pas d'infos ou de mauvaises nouvelles. C'est naturel, non? Ces employés ne sont pas mauvais. Mon job, c'est de résoudre les problèmes qu'ils n'ont pas pu régler eux-mêmes. C'est normal. Ils ne peuvent pas tout résoudre. Ils viennent me voir et si je bloque, je le passe à Elon. J'évite ça. On n'aime pas les mauvaises nouvelles, mais plus tôt on les partage, mieux c'est. Les sauts hiérarchiques sont importants car les gens sont parfois plus francs ou plus inquiets d'un problème, même si leur manager pense qu'on va y arriver et qu'il va résoudre le souci. C'est bien de savoir au plus tôt. Donc, les sauts hiérarchiques sont cruciaux. L'autre raison, c'est qu'au-delà de chercher la vérité et d'évaluer les risques, il est crucial de rencontrer ses employés. Avec 15 000 personnes, je ne peux pas tous les voir chaque année. Il y a donc beaucoup de gens que je n'ai jamais rencontrés. Et c'est une occasion précieuse de le faire. Ces rencontres peuvent sauter plusieurs niveaux hiérarchiques. J'adore rencontrer nos techniciens qui construisent nos fusées et vaisseaux, les réunir et discuter en groupe avec eux pour m'assurer que tout va bien. Car plus on s'éloigne de la vision et du pouls de l'entreprise, plus il est facile de dévier du bon chemin. C'est dans la nature humaine. Il est donc essentiel de resserrer les liens et de s'assurer que tous comprennent notre mission pour rester concentrés. Donc, l'un de vos directeurs est un ami d'Elon de la fac et il est au conseil de SpaceX et Tesla. Il me disait qu'il allait à ces réunions où 15 personnes venaient, sans les superviseurs, mais ceux qui font le travail. Dans ces domaines variés, si quelqu'un a besoin de logiciels, matériel, puces ou autres, chacun aurait sa spécialité. Elon commençait par interroger l'un de ces 15 en demandant « Que faites-vous » Une question large au début. Et il creuse, jusqu'à ce que la personne ne puisse plus répondre. La personne dit « Désolé, Elon, je ne connais pas la réponse à ça. » Et il était clair qu'Elon en savait plus sur le sujet que la personne chargée des tâches. C'est exact dans beaucoup de domaines. Il est extraordinaire d'ailleurs. J'adore travailler pour Elon. Je n'ai pas besoin de travailler. Je n'ai pas besoin de travailler. Et j'adore travailler pour Elon. Et les problèmes que vous rencontrez sont du genre, comme quoi? Qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça ne marche pas, tout. Tout tourne mal. Je me considère souvent comme le président des parkings et toilettes, car ce sont des choses importantes pour les gens et parfois, il y a des soucis avec les toilettes et je reçois un mail ou SMS « Hey !» puis je trouve la bonne personne d'entretien.
Pas récemment, mais c'est arrivé, et le parking compte. On opère hors de certaines zones. On est dans des zones denses, les gens ne veulent pas marcher loin. Ils veulent se garer et aller bosser vite. Ça peut être aussi simple que ça, ou on peut être très en retard pour le lancement d'un client qui doit vraiment lancer ce satellite avant la fin de l'année pour leur action ou le trimestre. Donc, vous savez, c'est important et on essaye de travailler en équipe et faire ce qui est juste, le plus équitable pour les employés et les clients et tous les clients. Donc, si nous avons 7000 satellites, nous avons lancé plus de 7000 satellites, un peu moins de 7000 en orbite, je crois, et nous couvrons le monde entier. Globalement, 110 pays, 114, je pense, depuis ce matin. Je crois que Mila a dit 114. Si quelqu'un veut faire pareil, bon, il y a les satellites géostationnaires, mais en orbite basse, ils tournent. Comment concurrencer si on couvre déjà tout et travaille avec tous? Comment rivaliser pour le lancement? Comment rivaliser sur un petit marché au début? Puis on invente ce réseau laser, ce maillage. Comment ça se produit? Comment quelqu'un peut faire ça? Comment peuvent-ils développer ça? C'est des satellites qui communiquent entre eux via ces petits terminaux laser. Pour moi, c'est magique. Je suis ingénieur mécanique. Comment ça marche? Je veux dire, je ne sais pas. On peut communiquer par câble, on peut communiquer dans l'atmosphère, on peut communiquer par la lumière. Oui, pour moi, c'est vraiment magique. J'en plaisante, mais je ne maîtrise pas ce domaine. Peut-être. Et ce sont à la vitesse de la lumière? Non, ce sont des ondes d'énergie. Mais il y avait beaucoup. Vous venez de poser 5 questions. J'ai plus de 60 ans, je vais tout oublier. Comment peut-il y avoir concurrence? L'espace est immense. Si on pense à la Terre, 7000 voitures sur Terre roulant vite. La vitesse orbitale est bien plus rapide. Mais c'est assez clairsemé, non? Ce n'est pas beaucoup. 7000 objets à la surface de la Terre. Et plus on monte, plus cette couche s'élargit. Donc, 7000 satellites, ça paraît énorme, mais l'espace est vaste avec plein de niveaux. Pensez aux autoroutes superposées, on peut empiler beaucoup de choses. Une autre constellation peut être à une altitude différente, volant à un autre niveau. Quelle distance faut-il entre eux pour éviter les collisions? Ça dépend de la technologie du satellite et de son fonctionnement, mais il faut au moins 10 à 20 km d'écart en altitude. C'est notre couche. Et un peu plus quand on est dans la même couche, je pense. Mais il y a plein d'espace. L'espace est immense. Mais la vraie clé, c'est... Pour éviter l'interférence mécanique des satellites, il faut être franc sur la position de votre satellite et si vous comptez le déplacer, informez la communauté où vous êtes et où vous allez aller pour que tout le monde s'assure qu'il n'y aura pas d'embouteillage ou pire, de collision. La communication est clé et le plus difficile pour coordonner ces satellites, car certains pays ne veulent pas révéler leur position. Je sais que les États-Unis ont des satellites, pas SpaceX, dont ils ne veulent probablement pas divulguer l'emplacement. La communication est cruciale pour gérer les constellations. C'est l'espace physique, la compétition pour cet espace. Il y a de l'espace, on doit juste coordonner et être équitable. Côté business, il y a près de 8 milliards de personnes sur Terre. On sert presque, pas tout à fait 5 millions encore, mais le marché est immense. 5 millions sur 8 milliards et 30% sans communication ni haut débit. Le marché est gigantesque. J'aimerais dire que Starlink et SpaceX vont tous les servir. Il y aura de la concurrence,
Je pense qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs dans ce secteur. Au début, ils devront faire un gros investissement pour nous concurrencer. On a déjà investi, nos satellites sont déjà en orbite. Ce sera très difficile pour quelqu'un de nous concurrencer globalement. Ils peuvent se spécialiser, mais pour être aussi large que nous, ce sera dur. Ce sera dur, pas impossible. Beaucoup de dépenses en capital. Plus ils attendent, plus ça coûtera cher. Oui, nos satellites sont remplacés et deviennent de plus en plus puissants. C'est exact. Y a-t-il des limites à cela ou devons-nous changer? La physique imposera des limites de taille et de puissance pour le satellite. La limite des puces et des faisceaux, c'est magique, comme les liaisons laser pour le cerveau d'un ingénieur mécanique, notre façon de communiquer par antenne, nos antennes d'émission et de réception me semblent aussi un peu magiques. Le cycle d'augmentation de capacité suit celui des puces, doublement tous les 2 ans, ou quoi, 4 fois tous les 2 ans. La loi de Moore. La raison pour laquelle le lien laser est crucial, c'est que quand on vole partout au-dessus d'une zone hostile pour nous, hostile à la personne qui envoie ou reçoit, on ne veut pas descendre au sol, on ne veut pas monter et descendre là-bas. Dès qu'on monte, le laser distribue tout vers les différents satellites, c'est ça? Oui, mais la beauté du maillage laser est que la transmission est bien plus rapide entre satellites via le lien laser. Au sol, il y a beaucoup de commutateurs et on perd du temps. La latence augmente en arrivant au sol, en rebondissant ou en passant par la fibre optique. Le lien laser est donc très efficace pour transférer des données d'un utilisateur vers leur destination prévue dans une autre partie du monde. La fibre est meilleure pour courte distance, mais le laser est plus efficace globalement. Et ça se fait à la vitesse de la lumière. Oui, la vitesse de la lumière, partout, ou ultra rapide. Rapide. En fait, c'est le but, non? Concevoir un système de transport spatial à la vitesse de la lumière. Les physiciens envisagent un 10e de cette vitesse, ce qui rendrait Proxima Centauri à 4,3 années-lumière accessible. Ça prendrait 43 ans pour atteindre cette planète qui pourrait abriter une vie intelligente. C'est encore long. Je ne connais personne qui veuille être dans un vaisseau, même luxueux, aussi longtemps. Sauf si on peut voyager dans le temps, bien sûr. Les trous de verre seraient géniaux, y arriver en 1 heure ou 2. On doit en trouver entre ici et Proxima. Ou le pliage spatial, non? Pour Starlink, parlons un peu de la connexion directe aux appareils, pourquoi c'est intéressant, puis l'aviation, le maritime, des domaines où beaucoup voient de Starlink comme une solution résidentielle. Quels autres cas d'utilisation pour Starlink? Donc, comme cette constellation orbite autour de la Terre, elle peut atteindre n'importe quel point de la planète. C'est physiquement possible. Cependant, on n'opère pas partout, car il faut obtenir l'autorisation pays par pays. Pensez aux endroits sans antenne, sans 5G, comme le milieu de l'océan, par exemple. Starlink est idéal pour la communication maritime. On peut utiliser des satellites géostationnaires, mais le délai est bien plus long. Les géos sont 10 fois plus loin, donc les données sont 10 fois plus lentes. Et c'est bidirectionnel, donc c'est en fait 20 fois plus lent. Le maritime est donc parfait. En avion, on s'attend à un Wi-Fi médiocre et parfois il ne fonctionne même pas. On se dit « zut, c'est nul ». À quel point Starlink est meilleur que l'existant? Avec Starlink en avion, c'est comme le haut débit au sol.
on the ground versus in aircraft with Starlink. C'est totalement transparent. Completely transparent. On a un 737 qui fait LA Brownsville, Texas, vu qu'on bosse beaucoup entre Hawthorne et le Sud Texas, où on construit et lance Starship. Et bien sûr, on a Starlink dans l'avion. Donc, 150 employés SpaceX bossent dur en VPN sur Teams ou Zoom, tous dans l'avion. Et c'est plutôt transparent. Pour revenir à l'évolution technologique, oui, le Starlink qu'on voit aujourd'hui est déjà incroyable comparé au reste, mais c'est sûrement le pire Starlink qu'on verra jamais. Exact, comme la prochaine génération. La prochaine aura des faisceaux plus fins, plus de capacité, moins de latence. Ouais, on offrira donc encore mieux, encore mieux. Vous savez, au lieu d'avoir, bon, aucun de vous n'a Starlink, je vous le reproche. Mais si vous l'aviez, avec plusieurs antennes, vous auriez une vitesse d'1 gigabit par seconde. Au lieu de multiplier les antennes, on va juste améliorer le signal satellite et la réception. Vous aurez une vitesse d'1 à 2 gigabits par seconde. Franchement, je pense pas qu'on ait besoin de plus, ni à la maison, ni même dans un avion. Je l'ai à Vail et dans notre maison à Long Island. Donc, oui, j'ai déjà Starlink pour l'instant. J'aimerais l'avoir dans plus d'endroits. Un endroit qui m'intéresse vraiment, c'est notre jet privé. On peut pas aller partout où on veut visiter des entreprises. Pour les vols commerciaux, on a NetJet. Je me plains de NetJet depuis 2 ans et, soi-disant, on avance, mais pourquoi ça n'aboutit jamais? On a United Airlines et dès qu'un avion l'a, tout le monde doit l'avoir. Car si vous volez de Californie à New York, vous ne prendrez pas Delta si United l'a et pas eux. Donc quand un l'obtient, le concurrent doit suivre. Donc on vient d'avoir United. Oui, on a United, Qatar Airways, Air France, Hawaiian. On cartonne dans le secteur aérien. C'est un produit tellement génial et c'est la leçon à retenir. Ce n'est pas une question de marketing ou de vente. Avec un produit vraiment génial, les gens l'achèteront. Les gens le veulent et l'achèteront. C'est typique d'Elon et ses entreprises. Il veut juste créer un produit incroyable que les gens veulent utiliser et qui améliore leur vie. Je pense qu'on a parlé de lancement et de Starlink. Y a-t-il d'autres projets en développement qui méritent d'être mentionnés? Je dirais juste des dérivés de cette capacité. Par exemple, Starlink, une constellation autour de la Terre. On veut construire des colonies sur Mars. De nos jours, on n'enverra pas des gens sur Mars sans moyen de communiquer, non? Donc, il faut un Mars Link. Il faut une constellation Starlink autour de Mars et ces gens voudront communiquer avec la Terre, avec leurs familles et amis qui n'ont pas voulu embarquer pour aller camper sur Mars. Il y aura donc un système de communication Terre-Mars, l'alunisseur, l'ISS, DLB, il y a plein d'autres choses. Et ce sont tous des dérivés, en fait. Ce sont tous des dérivés, non? D'ailleurs, Starship est vraiment un remplacement. C'est obsolète. Falcon 9 et la capsule Dragon. Maintenant, on n'arrête pas Falcon. On n'arrête pas Dragon non plus. On va continuer à les utiliser pendant 6 à 8 ans, mais à terme, les gens voudront voler sur Starship. C'est plus grand, plus confortable, moins cher et on l'aura testé bien plus souvent. On vient de dépasser 400 lancements Falcon et je ne serais pas surpris qu'on fasse 400 vols Starship en 4 ans. 400 vaisseaux Starship, wow! Oui, oui, on veut le faire voler beaucoup. J'ai plein de satellites à lancer, Ron. On va passer aux questions bientôt. Mais en parlant de Starship et des satellites, j'ai lu que vous étiez au Brésil. Vous avez fait tout ce chemin dans la jungle.
J'ai eu le plaisir, l'opportunité et l'honneur de voler à Manos, prendre un bateau pour 2 heures sur l'Amazone et apporter Starlink à une école où les enfants n'avaient jamais vu Internet ni été connectés. On a regardé des vidéos ensemble. Ils ont fait un appel avec Elon. C'était ma meilleure journée de travail. Je crois l'avoir posté sur mon compte X. J'ai reçu plein de câlins. Je suis tellement maman. J'adore mes enfants. Je veux des petits-enfants. Mes enfants ne partagent pas encore ma vision. J'ai eu une salle pleine d'écoliers brésiliens. J'ai reçu des câlins de chacun d'eux. Ils étaient si excités par Starlink et connaissaient Elon. C'était incroyable. Oui, c'était ma meilleure journée au travail. Absolument la meilleure. C'était ce jour-là au boulot. Mais bon, on n'a que 5 millions de clients pour l'instant et il y a 2,5 milliards de gens. Personne ne nous fait vraiment concurrence pour le moment. Ils arrivent. Ils arrivent. On verra comment ils s'en sortent. Comme je l'ai dit, j'espère que d'autres réussiront. Ça nous gardera sur nos gardes. Faut pas qu'on se repose sur nos lauriers et qu'on devienne une boîte louche. On veut vraiment pas être louche. Pas être louche, quoi. Vous voulez l'ouvrir? Bien sûr. D'accord. OK. Prêt pour les questions. Vous disiez que la régulation est dure et la technologie facile. Maintenant qu'Elon Musk est au gouvernement, la régulation sera plus simple? L'espoir, c'est que cette administration et ce comité et d'autres réalisent que la régulation doit être repensée dans tous les secteurs. J'espère vraiment, je passe sûrement plus de la moitié de mon temps sur les questions réglementaires, alors que je préférerais rencontrer mes soudeurs et l'équipe qui construit les Starlink et les Starship. On espère pouvoir trouver ensemble comment rendre les organismes et les règlements plus efficaces et franchement meilleurs, pas juste plus rapides, mais vraiment meilleurs. Comment y arriver? C'est dur. Ça va être vraiment difficile. Faut pas se focaliser sur les étapes habituelles des réglementations. Il faut se concentrer sur le résultat final. On veut que Starship soit ultra sûr. Il y a des trucs simples pour que Starship ne blesse personne. On décolle d'une zone côtière, on ne survole pas les zones peuplées. On suit le vaisseau et s'il risque de tomber sur une zone habitée, on le fait exploser. C'est des choses très basiques. Et pourtant, la réglementation pour le lancement fait des milliers de pages si on lit tous les détails. Donc, simplifier, se concentrer sur l'essentiel et s'y tenir. Éviter les digressions et les projets scientifiques annexes. Intéressant, les fusées sont fascinantes, mais concentrez-vous vraiment sur la seule chose importante, s'assurer de ne blesser personne. Est-ce les examinateurs qui rédigent ces règlements ou leurs supérieurs? Ou vise-t-on un système national plutôt qu'étatique ou régional? Le processus pour créer de nouvelles règles est censé impliquer les parties intéressées. Mais ça prend 5 ans pour faire un nouveau règlement. En fait, Starship est autorisé sous la partie 4. Désolé, ça va vous faire pleurer. Nous sommes agréés sous la partie 450. Falcon est autorisé sous un régime réglementaire différent. Je n'ai pas pu amener Dragon, cette capsule spatiale qui a transporté plus de 50 personnes. Je n'ai pas pu obtenir de licence pour que Dragon rentre sous la partie 450. Vous imaginez donc la difficulté que nous avons avec Starship. C'est plus grand. On espère en avoir plus et on essaie toujours de l'intégrer. Il faut donc revoir la réglementation actuelle, identifier l'essentiel et créer une règle lisible. Personne ne lira des milliers de pages, pas vrai? 5 pages. Faites-le en 5 pages
et tout le monde le lira et le comprendra. Peuvent tous avancer ensemble rapidement. Donc, quand je pense au rôle d'Elon, il me semble que ce qui est le plus probable pour réduire les coûts et améliorer les règles, c'est d'essayer d'avoir un certain contrôle, d'avoir des gens qui proposent des règles sensées. C'est fondamentaux, oui, c'est un point. Et deux, réduire les coûts opérationnels de la défense, par exemple, au lieu d'avoir ce régime de coûts majorés, faire en sorte qu'on soumissionne, comme nous ou les systèmes, au lieu de dire « voilà ce que vous obtenez ». Vous dépensez et gagnez 12% en plus. On peut prendre plus de temps et coûter plus, mais on dit « vous aurez 2 ou 3 milliards ». Si vous faites du profit, super. Sinon, tant pis. Ouais. J'ai critiqué le régime de contrat à coût majoré du gouvernement. Imaginez acheter un ordi en ligne en 10 ans et ils répondent « D'accord, on va le construire pour vous ». On vous l'expédiera. Et quand vous l'aurez, on vous dira le prix final. Genre, vous ne devriez pas connaître le prix déjà. C'est du coût majoré. C'est du coût majoré. Et s'il le rate ou le casse pendant la fabrication, vous paierez aussi. C'est la pire incitation pour être efficace avec les contrats coût majorés. Mes collègues d'autres boîtes me détestent pour ça, mais peu importe. Le secret de SpaceX, c'est qu'on tient nos promesses de prix, jamais les délais. On s'en excuse vraiment. On est toujours en retard, mais on livre toujours ce qu'on promet. Et on le fait au prix annoncé. Les autres sont en retard et ça ne marche pas. La moitié ne fonctionne même pas. Et les frais sont bien plus élevés que prévu. Tu l'as dit. Ils peuvent vous détester. Bon, passons au suivant. Numéro 7. Merci pour votre contribution à l'humanité. C'est clairement une entreprise incroyable. Vous semblez devenir le monopole le plus puissant de l'histoire. N'utilisez pas le mot monopole. D'accord. Eh bien, oui, je sais. Vous devez dire avoir plein de concurrents. On comprend. Ce n'est pas un monopole voulu, hein? Si nos rivaux pouvaient se ressaisir. Totalement. Elon s'implique habilement en politique. Pensez-vous au risque de nationalisation, vu l'importance de Starlink en zone de conflit? Quel régime envisagez-vous sur Mars? C'est une question fascinante, en fait. Idéalement, peu de réglementation. Sauf que vous serez des immigrants. Oui, c'est vrai. Vous repartez de zéro, en somme. Il faut réfléchir à la société sur Mars. J'espère qu'on fera du bon boulot là-bas. Pour la nationalisation, on bosse déjà beaucoup avec l'État. L'État est un client clé, la Défense et la NASA. Je crois qu'on est le plus gros contractant de la NASA. La NASA est chez notre plus gros client, du moins la dernière fois que j'ai vérifié. Nous sommes aussi clients de la NASA. On paye la NASA pour certains travaux et on fait du développement technologique ensemble. Notre relation avec la NASA est vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, l'actualité, c'est qu'on a 22 milliards de dollars de contrats gouvernementaux. On l'a mérité. On a soumissionné. On était le moins cher et le meilleur. On a gagné et on livre. C'est pas mal de servir le gouvernement américain avec excellence. Donc, la nationalisation, en cas de conflit, si le gouvernement a besoin de plus de Starlink, on ne dira pas non pour garder nos clients.
Ça n'arrivera tout simplement pas. Si le gouvernement en a besoin, il l'aura. Comme toujours, malgré ce qu'on dit dans les médias. Numéro 5. Merci pour votre question. Vous semblez vraiment adorer votre travail. Donc, comment gardez-vous la culture avec cette croissance? Comment décririez-vous la culture et l'évolution de SpaceX depuis 10 ans? On me pose souvent ça, je réponds toujours pareil. J'espère bien. C'est vraiment dur à expliquer. Mais il y a des éléments qui, je crois, restent vrais. D'abord, notre vision et notre direction sont très clairs. Starlink peut sembler être un projet secondaire. Ce n'est pas un projet secondaire. Sur Mars, il faudra un système de communication, comme je l'ai dit. On veut bâtir les systèmes pour des colonies humaines prospères sur d'autres planètes, sans dévier. Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec Elon. Il parlait d'aller sur Mars. Je me disais, personne ne parlait d'aller sur Mars en 2002. Pas les gens sensés. Mars en 2002. Pas les gens sensés. Pas les jeux. Pas les gens sensés. Et c'était sa passion. On doit assurer la survie de l'humanité avec un plan de gestion des risques. Depuis ses années universitaires. Oui, mais je l'ai rencontré en 2002. C'est là que j'ai commencé. Un seul objectif, une vision. Où allons-nous? Les meilleures personnes possibles, les meilleures. Si vous ne pouvez pas, laissez le poste vacant. Pas de compromis là-dessus. Nos employés, je le répète, j'adore mon job car je bosse avec 15 000 personnes exceptionnelles. C'est le meilleur endroit où bosser, franchement. Évitez les boîtes où les gens sont lents et rigides. C'est stimulant de travailler avec des gens brillants. C'est donc le deuxième point. Le troisième, c'est de fixer des objectifs fous. Viser l'impossible, ça pousse les gens à avancer vite. Vous avez recruté les bons. Ils sont motivés. Ils veulent exceller. Donnez-leur un défi et laissez-les faire. C'est pourquoi on a gardé, voire accéléré le rythme, non? Aussi, on a une équipe qui s'exprime. Je les appelle les bavards. Je veux des employés qui s'expriment. Je ne peux pas régler des problèmes que j'ignore. Je veux vraiment savoir où on se plante. C'est vraiment crucial. On a une culture de feedback très directe. Je veux savoir ce qui ne va pas. Si quelqu'un est super utile, remerciez-le, félicitez-le. Si quelqu'un n'aide pas, dites-le lui. Ils ignorent peut-être leur manque d'aide. Ils ne savent sûrement pas qu'ils vous gênent. Soyez francs, honnêtes et respectueux. Je dirais que c'est notre culture, dynamique, rapide et intelligente. On voit beaucoup de sourires. Tous portent des T-shirts SpaceX. Ils sont fiers d'y travailler, ça me réjouit. J'adore quand on réussit et tous s'excitent. Devenir fou, oui. C'est un avantage d'ailleurs. C'est quelque chose à célébrer. On lance 3 fois par semaine. C'est une grande célébration. Les entrepreneurs doivent trouver des moments fédérateurs. Et les lancements sont parfaits. Je ne dis pas de lancer une start-up spatiale. Je ne pense pas que ce soit top. Mais trouver ces points de ralliement. C'est motivant pour les équipes de se réunir, s'étreindre et pleurer. Le lancement est bon pour SpaceX, pas pour nous. Bon, il nous reste 1 minute. Donc, numéro 3. Les systèmes satellites en orbite basse étaient tous des échecs financiers. Iridium a échoué dans sa première version. Globalstar, pareil. Télédastic n'a jamais vraiment décollé, littéralement. Il y avait aussi des systèmes européens. Vous êtes dans un domaine difficile, plein d'échecs, et vous réussissez. Pour l'avenir, vous êtes une entreprise privée.
Vous n'êtes pas obligé de parler de vos finances, mais pouvez-vous en dire plus? Quel retour sur investissement pour vos activités? Il faut vraiment que ça marche. Évidemment, vous grandissez avec des revenus et un profit idéalement. Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet? On va gagner de l'argent avec Starlink cette année. Je peux l'affirmer. On a déjà eu des trimestres rentables avec Starlink par le passé. Je pense qu'on a réussi. D'abord, la technologie des puces a tellement évolué qu'il est plus facile de réussir maintenant. Je salue aussi mon équipe, des ingénieurs et techniciens extraordinaires qui créent les satellites et une technologie incroyable. Et on possède Launch. Ça aide aussi à assurer le succès de notre système en orbite basse. Voilà pour cet aspect. Je ne parlerai pas de nos finances. Je pense que l'avenir est extrêmement prometteur. On parlait avec un investisseur arrivé en 2018 et je crois qu'on a multiplié par 5 ou 10 depuis. Et c'est réel, hein? L'entreprise a une valeur incroyable. Je pense qu'actuellement, grâce à Starlink, et Starlink ajoutera sûrement un 0 au moins en continuant à développer le système, mais finalement, je crois que Starship nous propulsera au sommet, devenant l'une des entreprises les plus valorisées. On ne peut même pas imaginer l'impact de Starship sur l'humanité et nos vies. Et je pense que ce sera la partie la plus précieuse de SpaceX. Je sais que je n'ai pas répondu comme tu voulais, mais tu t'y attendais. Donc, nous sommes investisseurs dans SpaceX. Nous avons accès aux données financières de SpaceX. Depuis notre premier investissement en 2017, nous avons multiplié notre mise par 7. Nos investissements valent 2,8 milliards pour un coût d'un peu plus d'1 milliard sur 7 ans. Nous continuons d'investir dans chacune de leurs offres. Nous pensons tripler notre mise encore dans les 5 prochaines années. Et dans les années 2030, nous pensons la multiplier par 5 à nouveau. Donc, à partir des niveaux actuels, selon nos projections, basées sur les informations qui nous ont été fournies, nous pensons multiplier notre mise par 15 encore sur les 15 prochaines années. En passant, Elon trouve nos objectifs très conservateurs par rapport aux siens. Merci beaucoup. C'est ce qui complète la vidéo traduite en français pour vous aujourd'hui. Du moins, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce en l'air et d'appuyer sa petite cloche, puis toutes ces affaires-là. Je voudrais remercier également mes membres Patreon, mes membres YouTube. Vous pouvez devenir membre pour avoir du contenu exclusif à partir de 2 $ par mois. Et également, tant qu'à être là, ben, la vidéo qui est là, ben, ça pourrait vous intéresser, ça. Clique là-dessus. Là. Hey, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, la gang.